7h. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Ici Jean-Louis Magoudou, c'est le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. On est le lundi 10 septembre 2018. Alors, qu'est-ce qu'on aura à ce magazine? Ce matin, François Legault débarque à Montréal-Nord. C'est aujourd'hui, cet après-midi, rassemblement politique qui a lieu ce soir, donc, avec le chef de la CAQ, François Legault, qui sera accompagné des 5 candidats haïtiens, candidats de la CAQ, justement, à Montréal-Nord. On va vous en parler. Et on va vous parler des 45 néo-québécois qui sont candidats aux élections québécoises cette année. Mais combien parmi les 45, y compris des Haïtiens, des Afro-Québécois, qui pourront se faire élire? On en parle avec Cyril Ekwala de l'Institut Néo-Québec qui a fait ce travail colossal pour ressortir les candidats néo-québécois à ces élections. Ils sont au nombre de 45. On va vous parler de ça. En Haïti, est-ce qu'on a encore un premier ministre nommé ou pas? Oh là là, eh ben, ça a enflé les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Hier soir notamment, la nouvelle faisait état de démission verbale, du moins, de Jean-Henri Séan. Qu'est-ce qui s'est passé? On va vous en parler. Eh ben, il y a des députés du nord et du nord-est du pays, une vingtaine à peu près, qui conditionneraient leur vote à la reconduction du ministre de la Planification, Aviol-Fleuran. Aviol-Fleuran a vite fait de préciser sur Facebook et sur Twitter qu'il n'était plus intéressé à devenir, à être reconduit comme ministre de la Planification. On va vous en parler. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, pour 2011 Sherbrooke S, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Pour régler dossier immigration au Canada, pour tes cafés économie, bout de chandelle. Une petite historique rapidement. Disons que ça a d'abord été une émission de radio qui avait un objectif bien précis, comme le nom l'indique, c'était de parler des néo-québécois. Et de l'émission de radio, bon, on a ouvert ça pour en faire quelque chose un média beaucoup plus global. Et finalement, on a ouvert une partie que nous appelons l'Institut Néo-Québec.
Okay. Donc, grosso modo, lui, il est là pour essayer de mettre en avant, comme beaucoup d'autres acteurs déjà qui existent, tout ce qui, les enjeux qui sont liés au néo-québécois, mais aussi mettre en avant des personnalités justement issues de ces différentes communautés-là, les mettre en avant afin de servir de rôle modèle. Voilà, la voix que vous venez d'écouter, c'est la voix de Cyril Ekwala, qui est le président et directeur général de l'Institut Néo-Québec, qui faisait un petit peu l'histoire de cet institut, avec un site Internet qui véhicule notamment des informations sur les Néo-Québécois de manière générale, et le volet Institut de Néo-Québec s'est intéressé à l'occasion des élections de repérer, si vous voulez, tous les néo-québécois. À l'origine, c'était plus des Afro-Québécois qui intéressaient Néo-Québec, enfin l'idée. Et à mesure que ça avançait, Cyril Ekwala, qui dirige Néo-Québec, qui est journaliste en fait, qui a travaillé pour plusieurs médias, dont Radio-Canada, et qui dirige l'Institut, nous dit que, à mesure que ça avançait, l'idée était devenue plutôt intéressante, et il a été approché par plusieurs groupes et des partis politiques aussi qui lui disaient, mais oui, en plus des Afro-Québécois, il y a d'autres Québécois, des communautés culturelles de manière générale qu'on essaye d'intégrer en politique, qu'on essaye d'encourager de s'impliquer en politique pour devenir un député ou peu importe, et qui militent au sein des formations politiques de façon générale. Et Cyril Ekwala a eu l'idée justement d'aller plus loin avec tout ça, cette question-là. Nous allons l'écouter de nouveau. Et petit à petit, pour ces élections-là, nous avons évolué et nous sommes dit on va aller chercher donc les Afro-Québécois. Les Afro-Québécois, genre, c'est pas compliqué. Ce sont du moins les néo-québécois dont nous parlons, ce sont les minorités visibles. Et puis les personnes racisées. Mm-hmm. Je sais que c'est un mot qui dérange souvent certaines personnes. Malheureusement, c'est une réalité. Mm-hmm. Il y a des personnes racisées ici au Québec de par leur religion ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Donc, ça a été ces deux catégories principalement sur lesquelles nous avons commencé à travailler. Et dès la première publication de ce scope, qu'on a donc appelé ça scope diversité, nous avons eu des retours et venant notamment, parce que c'est surtout celle-là que j'ai retenue, de partis politiques qui nous ont dit oui, mais vous avez l'air d'oublier que nous avons aussi des gens issus des communautés culturelles. Oui. Et donc on a dit donc on est déjà en train de toucher le bon bout. Effectivement, on ne peut pas mettre de côté les gens des communautés culturelles. On va les comptabiliser, même si nous, notre véritable objectif est de parler des minorités visibles. Mm-hmm. Et je prends un exemple tout simple, Jean Nouma. Il est évident que monsieur, parce que il en est un exemple propre, monsieur Carlos Letao, ministre des Finances sortant, oui, ne fait pas face aux mêmes difficultés, ou je dirais même peut-être aux mêmes facilités, mais aux mêmes, disons qu'il n'affronte pas la vie ici au Québec comme l'affronterait par exemple Cyril Ekwala. Oui. Malgré qu'il soit d'origine italienne. Malgré, voilà. Lui précisément d'origine portugaise. Portugaise, pardon. Portugaise, voilà. Et donc, quelque part, ça montrait que il y a quand même une petite différence entre les deux. Ça veut dire qu'il y a des communautés comme les communautés grecques, les communautés italiennes, les communautés récemment donc portugaises, qui sont des communautés, oui, culturelles, comme on les appelle, mais qui sont d'une manière ou pas plus intégrées que des communautés noires, que des communautés arabes, que des communautés latino, ainsi de suite. Donc, on a commencé à comptabiliser tout ça, et c'est ça qui fait qu'effectivement, on a plus de 45. Voilà. Cyril Ekwala qui parlait de comment est-ce qu'il est arrivé à ce décompte-là, qui s'appelle Scope de la diversité. Donc, 45 candidats néo-québécois, que ce soit des Haïtiens, des Africains, des autres membres des communautés culturelles en général, des Arabes et tout ça. Tout ça, ce sont des néo-québécois.
ou des communautés européennes comme des Portugais ou des Français, peu importe. Mais tous ceux qui ne sont pas nés ici, qui sont des immigrants, qui ont immigré ici au Québec et qui ont étudié, ont travaillé et qui se sont impliqués en politique. C'est tout ça qu'on appelle des néo-québécois et qui s'impliquent aujourd'hui. Et là, on ne parle pas de Québécois de souche. Là. On parle de néo-québécois, des gens qui sont nés à l'étranger et qui sont devenus citoyens canadiens et québécois à part entière et qui s'impliquent en politique de manière générale. Il y en a 45, mais maintenant, combien est-ce qu'ils réussiront à se faire élire à l'occasion des élections du 1er octobre prochain? Et Cyril Ekwala a fait l'exercice également en regardant ces néo-québécois-là, ces candidats, 45, et ils sont candidats dans quel comté? Est-ce que ce sont dans des châteaux forts pour ces partis politiques-là ou dans ce qu'on appelle des comtés gagnants? Et en fonction de ça, Cyril Ekwala a regardé un petit peu les habitudes de vote des citoyens de ces comtés-là et pour dire, apparemment, il pourrait y avoir une dizaine à peu près sur 45 qui pourraient réussir à se faire élire en fonction des habitudes de vote des citoyens de ces comtés-là. Sur les 45, allez, on va dire grosso modo, disons qu'on voit à peu près une dizaine qui seraient susceptibles de rentrer à l'Assemblée nationale. Une dizaine qui sont candidats dans des comtés gagnants qu'on appelle, pour ne pas parler de Château-Fort. Qui sont dans des comtés gagnants, dans les comtés gagnants par tradition, ou d'autres qui débarquent aujourd'hui. Je vais regarder par exemple du côté de la CAQ. Il y a des sondages, il y a des projections qui nous font croire que la CAQ est quand même assez bien implantée, mais elle est en bonne position dans des comtés où généralement elle n'était pas présente. Oui, donc voilà, donc je vais faire comme tous les experts, les spécialistes, les observateurs politiques et ne me baser que sur ce que nous disent les instituts de sondage parce qu'ils ne lisent pas plus que vous et moi. Nous nous basons là-dessus de toute façon. Oui. Et à partir de là, on regarde. Maintenant, en discutant avec les gens sur le terrain, c'est pour ça que je dis je prends beaucoup de précautions parce que la réalité sur les sondages et du moins il y a une grosse différence souvent entre les sondages et ce que nous révèlent les résultats après. Mais parmi la dizaine, il y a combien d'Afro-Québécois? Alors là, j'ai pas fait le décompte. Je ne vais même pas oser ou me lancer dans une énumération des noms. Mais disons que a priori, je pense que jusqu'ici, on était parti, on a une assemblée où il y en avait 3 sortants. Il y a 3 sortants. Disons qu'on va dépasser ce nombre-là. Oui, il y avait... Il y avait Madame Anglade, il y avait Monsieur Cotto du PQ et Monsieur Saul Polo du Parti libéral. Qui étaient les 3 afros à l'Assemblée nationale sortante. Mais il risque d'y avoir Franz Benjamin d'Anvio aussi. Par exemple, il y aurait probablement Lionel Carman à Taillon. On laisse penser qu'il devrait passer. Sa collègue de la CAQ, Nadine Giraud, est susceptible aussi de passer. Donc voilà quelques noms comme ça, plus vite fait, qui laissent penser quand même que ils ont de bonnes chances, d'intégrer aussi l'Assemblée nationale. Ouais, parmi les Afros, on va dire. Oui, tout à fait. Voilà, Cyril Ekwala qui nous parlait en entrevue, qui analysait son scope de la diversité réalisé par l'Institut Néo-Québec. Vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations, soit sur leur page Facebook ou leur site internet neoquebec.com et si vous voulez vraiment avoir plus d'infos sur ça, et ça circule, et si vous voulez savoir qui sont les 45 néo-québécois qui sont candidats aussi, allez sur leur page Facebook Néo-Québec. Vous allez tout savoir sur cette question-là. Mais entre-temps,
justement, aujourd'hui, François Legault débarque à Montréal-Nord et il sera flanqué des 5 candidats d'origine haïtienne. Justement, ce soir, à partir de 17h, le chef de la CAQ viendra participer à un rassemblement politique dans le comté de Montréal-Nord. Et justement, évidemment, il y aura d'autres candidats aussi de la CAQ qui seront là, mais surtout les 5 candidats de la CAQ, candidats haïtiens, seront là. Vous savez, ici à Montréal-Nord, c'est un comté où il y a beaucoup d'Haïtiens. Les Haïtiens représentent à eux seuls 22% de la population de Montréal-Nord. Sur 70 ethnies, 22%, c'est quand même beaucoup. Maintenant, la CAQ essaye vraiment de mobiliser les Haïtiens dans ce comté qui habituellement vote libéral. Et nous allons entendre justement Julie Seyid, qui est l'une des candidats haïtiens à ces élections pour la CAQ. Elle est candidate face à Paul Robitaille dans Bourassa Sauvé et elle est haïtienne. Écoutons Julie Seyid. Donc, le chef François Legault vient nous visiter. D'ailleurs, c'est parmi le premier des chefs, jusqu'à présent, qui vient à Montréal-Nord et il vient, épauler, soutenir les 5 candidats d'origine haïtienne. Donc, il y a Janie Gaspard d'Anvio qui sera là. Il y a un docteur Carman dans Taillon sur la Rive-Sud, Christine Mitton dans la Val des Rapides et Nadine Giroux dans le comté à Montréal-Nord. Alors moi, j'invite les gens, la communauté haïtienne spécialement, à venir. Vous avez des préoccupations, vous voulez entendre le chef, vous voulez connaître l'homme derrière la caméra. C'est le temps de faire tomber toute étiquette et de laisser de côté tout préjugé. Venez rencontrer notre chef. Voilà, ça c'est Julie Seyid, candidate de la CAQ, dis-je bien, dans Bourassa Sauvé. Et le rassemblement aura lieu ce soir à 17h. Ça va se passer au 5605 rue d'Amos à Montréal-Nord, que vous connaissez, c'est pas trop loin de Lacordaire. Donc 5605 rue d'Amos à Montréal-Nord. C'est à partir de 17h et François Legault devrait être là. François, et tu seras là aussi. Oui. François. Oui, allô? Oui, François, oui. Tu seras là aussi. Oui. François Legault, François Jean-Denis. Ben oui. Drôle. Quelle association nominale. Nominale. On est François. Ouais, oui, les François seront là. On a le pape aussi, hein. On a l'association des François dans le monde. Ah oui? Il y en a combien? Oh, on est presque 2000 François dans le monde. Où est-ce que tu as trouvé ça, toi? Ben oui. Parce qu'il n'y a pas le Jean Numa qui est le seul. Jean Numa, non, pas. Le Goudou, c'est plutôt rare, ouais. Mais il y en a beaucoup au Bénin. Facebook me l'a appris. Ah, ok. Des Goudous, ouais. Beaucoup de François et depuis l'arrivée du pape François, on a créé l'association des François dans le monde. Ah bon? Chaque année, on se réunit pour savoir comment on doit agir, parce que le nom François est précis. Ah, voyons, sérieusement, là. Alors, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. Ça va, François. On est lundi matin, on essaie de démarrer, quoi, la semaine. Tout à fait. Ouais. Bon, alors, je commence avec les nouvelles. Mm-hmm. Et on a compris, vous savez, mais les immigrants sans résidence permanente sont privés de l'allocation pour enfants. Oui. OK? Pour ça, on le savait. Oui. Alors, il y a une association qui demande, qui met une lutte contre la pauvreté, qui demande à Ottawa de faire quelque chose, parce qu'on dit que que les parents soient réguliers ou irréguliers, ils vivent au Canada, ils dépensent de l'argent. Normalement, le gouvernement devrait donner à leurs enfants cette allocation qui n'est pas négligeable, surtout si la personne n'a pas de statut légal. Oui. OK?
Ouais. Alors, il dit que parce que lorsque la personne n'a pas le statut légal, souvent, elle ne peut pas travailler convenablement ou qu'elle n'a pas beaucoup de moyens. Et avec ça, maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve en situation où les enfants vont souffrir. Parce que l'objectif, c'est d'éviter que les enfants soient privés de certains biens. Et des fois, par exemple, les enfants, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas avoir de beaux vêtements, surtout au Canada, où pratiquement avec les saisons, on doit avoir des vêtements pour chaque saison. Alors, Anita Kana, qui est la coordonnatrice de Kempei 2000, un organisme qui a pour mission d'éliminer la pauvreté chez les enfants, alors dit qu'on doit trouver des solutions pour éliminer ces obstacles-là. Parce que si on continue à priver les parents de ce support-là, c'est sûr que ça va avoir des conséquences sur les enfants. Okay. Alors, c'est pourquoi la coalition demande au gouvernement Trudeau d'adhérer cette politique qui a été mise en place avant l'arrivée au pouvoir de Justin en 2015 et qui fait l'objet de discussions entre les membres de la coalition ainsi que plusieurs ministres et sénateurs. Parce que normalement, on devrait viser l'enfant, non pas les parents. Oui. C'est une politique, je dirais, qui est basée sur l'immigration. C'est comme, à certains égards, lorsque les parents n'ont pas de statut et qu'ils mettent au monde un enfant, l'enfant devient citoyen. Okay? Alors, là, maintenant, on ne se base pas sur les parents, on se base sur l'enfant, le droit du sol. Donc, quand l'enfant est sur place, on ne devrait pas se baser sur le statut du parent pour donner l'allocation. L'allocation devrait être donnée à l'enfant qui a besoin de soins, qui a besoin d'avoir, par exemple, tout le support nécessaire. Oui. OK? Alors, deuxième nouvelle. On apprend que les étudiants saoudiens qui sont rappelés dans le pays, maintenant, qui étaient rappelés, mais qui ont eu l'accord avec le royaume, maintenant, ils craignent d'être emprisonnés à leur retour. Ça, on ne comprend pas ça du tout. Comment ça? La semaine dernière, les gens peuvent se rappeler qu'il y a eu un Saoudien qui voulait les aider à produire une demande d'asile. Oui. Ouais. Et brusquement, on apprend qu'effectivement, des étudiants saoudiens sont intéressés. Ils craignent d'être emprisonnés à leur retour. Alors, il y en a qui ont accordé des entrevues sur le couvert de l'anonymat au réseau CBC News. Ils ont dit regarder toutes les options disponibles pour regarder et pour demeurer au Canada. Alors, déjà, il y a une vingtaine qui ont effectivement fait une demande d'asile officielle. Ceux qui ont parlé sur le couvert de l'anonymat ont dit qu'ils vont tout faire pour rester au Canada parce qu'ils ont peur d'être emprisonnés à leur retour pour des opinions émises sur les médias sociaux. Ça, c'est ce qui se décide maintenant. La plupart veulent faire des demandes d'asile. Et c'est très dangereux. Comme on a toujours dit, c'est très dangereux. Parce que on a posé la question en porte-parole du gouvernement qui a dit que ce sont des étudiants. Ils sont ici avec un statut. Et si maintenant ils font une demande d'asile, on va analyser les dossiers comme tout le monde. Si jamais ces demandes sont refusées, ils doivent quitter le pays. Ouais. Alors qu'ils ont un statut d'immigrant, ils ont un statut d'étudiant. S'ils continuent leurs études, ils peuvent faire une demande de résidence permanente à la suite. Vous voulez? Oui. Alors, ça veut dire que là, maintenant, c'est une situation assez difficile. Brusquement, les gens, ils veulent faire des demandes d'asile, les étudiants saoudiens. Alors, si nous écoutons, on leur dit de ne pas procéder parce que le risque est très grand. Ils ne veulent pas retourner en Arabie Saoudite en faisant la demande d'asile. C'est comme s'ils ont déjà acheté un ticket pour ça parce que dès qu'on va être emprisonné, alors qu'on continue à recevoir, les subventions du gouvernement, moi je trouve que là, il y a vraiment un problème. Oui.
Maintenant, on reste avec la campagne électorale. Finalement, M. Jean-François Lisée, il dit aussi qu'il va accueillir un maximum de 40 000 immigrants par année. Ah bon? Oui. Alors, il ne voulait pas entrer dans le jeu de François Legault et de Philippe Couillard. Il ne voulait pas donner de chiffres. Il disait qu'il faut faire effectivement la différence entre le petit. Finalement, il s'est mouillé. Oui. Alors, il a dit que. Et c'est ça que je ne comprends pas, celui-là. Il critique François Legault. Oui, qui a donné 40 000 et qui parle aussi du français. Et ça arrive à la même chose qu'il dit. Il dit que normalement le parti il reprochait aux gens de faire entre 52 000 et 40 000. Mais maintenant il dit bon, on propose un chiffre de 40 000. Et il dit que Legault a inventé son chiffre de 40 000. Donc lui, où est-ce qu'il a trouvé son 40 000? Et après ça, il dit que le Parti québécois est le seul à pouvoir, par exemple, travailler pour la promotion du français. Alors, c'est ce que le goût dit. Alors, vous voyez, c'est une question de chiffre entre les deux. La même chose. Et ça me rappelle, étrangement, Jean-Mina, la question du NICAD lors des dernières élections fédérales en 2015. Le NPD avait dit la même chose que le Parti libéral. OK? Oui. Alors, voici un sujet où François Lisée et François Legault disent la même chose, mais l'un critique l'autre. Ouais. Alors, ça veut dire que M. Lisée a dit que le principal danger qui plane sur la vie du français, c'est la proposition de la CAQ en immigration. Oui, c'est absolument confondant, ça. Oui, la pire chose qu'on puisse faire pour le français, c'est d'adopter la proposition de la CAQ. Parce qu'il dit que M. Legault avait dit à notre revue que le Québec a accordé trop d'importance à la connaissance du français dans le processus de sélection des immigrants. Alors, c'est ça, le débat est lancé, et je pense que ça va, cette question sur l'immigration, sur l'identité, tout ça, cette question va rester jusqu'à la fin de la campagne, à mon avis. Et c'était la dernière information que tu avais pour nous? Oui, c'est la dernière. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de la venue de François Legault dans Bourassa? Pourquoi Bourassa? Bon, il vient, comme Julie a dit dans notre revue, c'est le premier chef qui vient à Montréal-Nord. Ça veut dire que ça fait partie de sa campagne. Il a 7 candidats. Et à ce moment-là, c'est le jour. Même moi, je ne suis pas là pour analyser, pour voir ce que les chefs font. Mais je trouve que quand même, ça va donner un peu d'élan, par exemple, au niveau de la communauté à chaque fois. Ça veut dire que c'est ce que je pense, mais c'est sa stratégie, c'est lui qui sait comment gérer sa campagne. Et puis, apparemment, beaucoup de personnes vont faire le déplacement. Ça veut dire que c'est ça. Ah bon? Y compris... on l'espère bien qu'Intexto sera là, oui. Bon, oui, mais Intexto est là pour donner des informations. Ouais. Ça veut dire que les meilleures informations. Ça veut dire que parce que la CAQ était perçue comme un parti contre les immigrants, et quand on sait que les Haïtiens, ça veut dire que c'est un groupe. Ouais, mais il va falloir. Non, mais François, il va falloir que, surtout du côté de la CAQ, qu'il s'explique mieux sur la question. Et aujourd'hui, le PQ devra s'expliquer mieux aussi sur cette question-là. OK, réduire les. Les deux. Ils devront s'expliquer mieux. Hein. Les deux partis doivent s'expliquer et jeudi 13, avec le débat des chefs, on va peut-être avoir plus d'informations là-dessus. Parce que là, on a le débat des chefs. Parce qu'il faut que les gens comprennent exactement avant de voter. Ben oui. C'est quoi l'impact? Parce que M. Legault a dit également que si Ottawa refuse, si Ottawa refuse d'accepter sa proposition de réduire le nombre d'immigrants, et c'est sûr que Ottawa va refuser. Même si la porte-parole du cabinet du Premier ministre dit qu'on ne commente pas les propositions des chefs de parti, mais
c'est sûr qu'elle va refuser. Alors maintenant, l'impact, c'est qu'on va réduire au niveau des travailleurs qualifiés. Oui, mais c'est très... Écoutez, dans un premier temps, c'est très compliqué cette affaire-là. Il y a l'entente Canada et Québec sur la question de l'immigration, mais il aurait fallu renégocier cette entente-là. Et puis, il y a beaucoup d'aspects, et tu le sais mieux que moi, François, il y a beaucoup d'aspects qui sont de compétences fédérales en matière d'immigration, qui ne sont pas de compétences provinciales. Tout ce que François Legault pourrait faire, c'est d'empêcher à cet immigrant-là d'étudier ici au Québec, dans la mesure où cet immigrant n'aurait pas son CSQ, son certificat de sélection du Québec, qui lui permettrait d'aller à l'école et de bénéficier d'un certain nombre de choses qui sont de compétences provinciales. Et il ne peut pas le faire comme ça. Oui, il ne peut pas le faire comme ça non plus. Et la personne pourrait rester au Québec si elle le voulait aussi. Alors, les spécialistes sont en train de vous dire que lorsque M. Legault a fait cette proposition-là, il ne s'attendait pas à être premier dans les sondages. Okay? Ah bon? Il était en troisième position, c'était un parti de troisième position, c'était le PLQ et le PQ. Ouais. Il ne s'attendait pas à ça. Il croit que l'ADQ avant avait joué sur la question identitaire et était devenu le parti de position. Ouais. Alors, on voulait faire des propositions pour attirer l'attention, mais les gens n'accordaient pas de peut-être à cette proposition-là parce que c'était le troisième parti. Oui, mais voilà, tu sais quoi, François, ça nous indique, ça nous parle beaucoup sur le caractère anti-immigration de la population. Si, à cause des propositions comme ça, François Legault est sorti troisième pour passer en premier, en plus de ce sondage, de cette enquête réalisée par la BBC sur l'employabilité des immigrants, tout ça nous parle beaucoup sur la réalité, en fait, ici au Québec. Mais oui. Vous vous rappelez, on avait dit que les Québécois craignent beaucoup plus l'immigration que la pollution. Oui. C'est Le Devoir qui avait publié cette affaire-là. Ah là là. Oui. Alors, ça veut dire que c'est clair qu'il y a une bonne partie de la population qui est contre la question de l'immigration, qui ne veut rien savoir des immigrés. Jusqu'à présent, il y en a qui sont un peu plus... Mais personne. Et les Québécois refusent d'en entendre parler. Ils refusent d'entendre le mot racisme, le mot discrimination, le mot ci, le mot ça. Et pourtant, mais c'est là, c'est en eux. Oh, il faut qu'on commence à se dire les vraies affaires, là. Oui, jusqu'à présent, il y a le famille nous, Québécois, il y a le famille eux qui viennent de loin. Ouais. Ah là là. On n'est pas se lever, là. On sait que ça existe. Mais pendant ce temps, il a joué sur ce scope-là, et ça lui donne des résultats. Et en plus de ça, ça veut dire que les gens doivent bien comprendre ce qu'il veut dire. Parce que là, il ne peut pas diminuer le nombre de personnes pour la catégorie de regroupement familial. Parce que si le fédéral accepte quelqu'un, par exemple, et que lui refuse de donner le certificat de sélection, le fédéral va proposer à la personne d'aller dans une autre province. Oui. La personne va venir quand même au Canada. Alors, oui, mais à la limite, François, la personne pourrait rester à ses risques et périls au Québec aussi. François Legault ne pourrait pas l'empêcher de rester au Québec. Non, il dit que la personne est illégale. Peut-être que la personne n'aurait pas accès à tous les services. Et là, à ce moment-là, on allait dénoncer ça parce que au nom de la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise des droits et libertés, quelqu'un qui est résident, c'est sûr que cette proposition-là n'a pas d'avenir. Et moi, je m'attends à ce que si lui, il est venu pour le pouvoir, il va changer cette politique-là. Parce que soit il faudrait avant même qu'il prenne le pouvoir éventuellement qu'il s'explique. Mais s'il le fait, on va dire que voilà, c'est quelqu'un qui change, qui est comme une chaîne de chemise. Alors, il ne va pas le faire. Étant donné que ça ne peut pas l'empêcher d'accéder au pouvoir, parce qu'il y a d'autres propositions qui intéressent aussi les gens. Alors, avec ça, maintenant, s'il arrive au pouvoir,
où on va voir au fur et à mesure. Parce que vous regardez ce qui est fait également avec le budget. Il avait prévu près de milliards pour les médecins, mais il n'y a pas mis. Parce qu'il sait que le lobbying des médecins est tellement puissant que si une catastrophe de médecin, il risque de ne pas pouvoir prendre le pouvoir. Voilà, merci beaucoup François Jean-Denis qui dirige la firme Vision Max Service spécialisée en immigration. Vous pouvez voir les coordonnées de François et de Vision Max sur l'écran sur Facebook. Merci beaucoup François, à demain. À demain. Voilà, vous suivez le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Nous sommes en direct sur Facebook, en direct, dis-je bien, sur notre site internet intexto.ca et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. C'est le temps de la pause. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Ou à le faire, Votre confort est à la Maison du Matelas. Pour régler le dossier immigration au Canada, pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein, on prend refus, parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça, m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada, ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les temps deviennent de plus en plus difficiles.
Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Voilà, 7h40, vous écoutez nos nouvelles apportées par intexto.ca sur les ondes de Radio Centre-Ville à Montréal. Nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet intexto.ca et en différé sur WhatsApp et YouTube. Ce sont les nouvelles d'Haïti maintenant. La question qu'on se pose depuis hier soir, c'est que qu'est-ce qui s'est passé hier à la résidence du chef de l'État, Jovenel Moïse? La nouvelle est tombée et s'est promenée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à l'effet que Jean-Henri Séan aurait verbalement, du moins, démissionné. Et le Nouvelliste en a parlé, et plein d'autres médias en Haïti en ont parlé, mais qu'en était-il et pourquoi Jean-Henri Séan, nommé et qui attend sa ratification, du moins la ratification de sa déclaration de politique générale, incessamment, qui devait se produire cette fin de semaine et qui n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une vingtaine de députés du Nord et du Nord-Est qui étaient très réticents par rapport à ça. Jovenel Moïse a dû les réunir avec Jean-Henri Séan chez lui hier, dimanche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces députés-là voulaient reconduire Aviole Florent comme ministre de la Planification, ce qui a tiqué carrément et tout bonnement Jean-Henri Séan, qui aurait menacé de démissionner. Le vice-président de son parti, Georges Jean-Baptiste, n'a pas confirmé que M. Séan aurait dit, et verbalement, au chef de l'État, écoutez, si tel est le cas, moi, je démissionne, cherchez-vous un autre Premier ministre. Mais il confirme, du moins, M. Jean-Baptiste, du parti Remè Haïti, le parti de M. Séan, que Jean-Henri Séan s'est opposé catégoriquement à la demande de cette vingtaine de députés. Écoutons M. Jean-Baptiste. Et pour un ministre en tant qu'homme d'État, il clairement dit à député comment lui-même il va retourner sur un arrêté qu'il a lui-même signé de concert avec le président de la République. Donc à ce moment de la durée, il n'y a pas eu de conclusion entre les protagonistes, à savoir les députés présents et le Premier ministre. Et c'est ainsi que l'entretien n'a pas fini. Et malheureusement, les précisions que m'a fait, il ne s'agissait pas de la majorité, et du groupe de la majorité que tout le monde connaît, qui vient président lié de la Zendo, mais non plus, il n'y a pas été question d'humiliation du Premier ministre. Le Premier ministre, lui, a très clairement dit aux honorables députés présents qu'il ne va pas retourner sur une ligne déjà franchie, celle où il a déjà signé un arrêté avec déjà un ministre de la planification. Le Premier ministre a supposé descendre dans le Sénat ou bien dans le Parlement aujourd'hui. Il faut trouver un arbitrage pour que MINSA, on est capable de dire pause pour que il ne pas fragiliser l'enquête, parce que si bien doute son ministre, pas capable de descendre à MINSA au Parlement, maintenant la remplacer officiellement dans la mesure où l'information qui a circulé autour de lui a vérifié, mais on a arrêté qui sortit avec. Voilà. Donc ça, c'est un autre extrait de monsieur Jean-Baptiste qui parlait justement du ministre de l'Environnement. On va revenir tout de suite avec cet aspect-là du ministre de l'Environnement qui aurait la nationalité américaine. Et vous savez, dans la Constitution haïtienne, c'est pas permis jusqu'à présent, si vous avez la double nationalité, la nationalité haïtienne et une autre nationalité, de devenir ministre. Or, il a été nommé dans cet arrêté et M. Séan devrait débarquer avec le nouveau ministre de l'Environnement au Parlement.
La question est devant le parquet de Port-au-Prince qui mène enquête autour de la question afin d'établir si oui ou non le nouveau ministre de l'Environnement est un citoyen américain, comme on le dit. Et pour l'instant, ce que dit M. Jean-Baptiste, Georges-Smith Jean-Baptiste, vice-président de Remè Haïti et qui fait office de porte-parole du Premier ministre, c'est que cette question-là a été placée sur pause, c'est en suspens, le dossier du nouveau ministre de l'Environnement. Et même quand M. Séan devrait se rendre au Parlement, il ne sera pas flanqué du ministre de l'Environnement. Son nom reste toujours dans l'arrêté en attendant que le parquet prenne une décision ou éclaircisse l'affaire. Écoutons de nouveau M. Jean-Baptiste. Pour un exemple, que le Premier ministre a supposé descendre dans le Sénat ou bien dans le Parlement aujourd'hui, eh bien, il faut trouver un arbitrage pour que nous, ça, on est capable de dire en pause pour que il ne pas fragiliser l'enquête, parce que si bien doute son ministre, n'est pas capable de descendre à ministre au Parlement, maintenant la remplacer officiellement dans la mesure où l'information qui a circulé autour de lui a vérifié, mais on a arrêté qui sortit avec un nom, l'autre personnalité. Aussi simple que ça. Voilà. Et pourtant, bon, c'est déjà clair dans la tête de tout le monde, un peu tout le monde l'a confirmé, à savoir que ce monsieur-là, c'est un citoyen américain qui a été nommé par arrêté présidentiel conjointement signé entre Jovenel Moïse et Jean-Henri Séan pour devenir ministre de l'Environnement. Et à Viol-Fleurant, en passant, je ne vous avais pas mentionné ça juste avant de parler du ministre de l'Environnement, à Viol-Fleurant, à la suite de cette rencontre-là à la résidence du chef de l'État et qui a mal tourné, tout bonnement, avec cette vingtaine de députés, à Viol-Fleurant, donc, a publié sur Twitter un message pour dire « Écoutez, vive la République, je ne saurais être un obstacle, dit-il, M. Fleurant, à la continuité de l'État. » C'est l'essence d'un message sur Facebook et sur Twitter qu'a publié l'ancien ministre de la Planification qui tout bonnement indique « Oh, écoutez, moi, je ne suis plus intéressé, même s'il y a une vingtaine de députés du Nord et du Nord-Est qui voudraient que je continue d'être ministre de la Planification. Moi, je ne suis plus intéressé si ça doit bloquer la continuité de l'État. » Et à Viol-Fleurant se retire. Donc, ce qui réglerait jusqu'à présent ce problème-là. Mais globalement, il y a un problème dans cet arrêté présidentiel, ou dans la formation du cabinet ministériel. Ça a été extrêmement difficile de sortir un nom, pour Jovenel Moïse de sortir un nom pour devenir Premier ministre. Finalement, ça a été Jean-Henri Séan. Maintenant, le cabinet, la formation du cabinet, pourquoi? On comprend un peu mieux avec cette vingtaine de députés qui réclament des postes de ministres et combien de sénateurs et d'autres députés qui réclament des postes de directeurs généraux ou de ministres, encore une fois, on ne le sait pas. Et toujours est-il que certains, et la plupart de ces ministres-là, de ces nouveaux ministres, n'avaient pas de déclaration définitive d'impôt, ne répondaient pas aux règles établies pour devenir ministre. Et c'est à la va-vite que ça s'est passé. Leurs dossiers ont été transmis au Sénat. Mais il y a des sénateurs, et une chance, qu'il y a des sénateurs comme Jean-Renel Sénatus qui voulaient aller plus loin, aller fouiller et vérifier avec la DGI, vérifier certaines informations déposées ou certains documents déposés au Sénat par ces nouveaux ministres. Et ils ont découvert que la plupart d'entre eux ont été la veille à la Direction générale des impôts pour justement concocter une espèce de déclaration définitive d'impôt et venir présenter le papier, le document. Mais quand les sénateurs ont été voir, au cours des 5-10 dernières années, c'était quoi les formations de ces nouveaux ministres? Où est-ce qu'ils ont travaillé en fonction de ce qu'ils ont déclaré? Quel salaire probablement est-ce qu'ils ont reçu? Apparemment, tout le monde a menti selon Jean-Renel Sénatus. Nous avons qu'à parler de fraude fiscale dans la mesure où Sam Tadou déclaré, pas déclaré tout. Il y a un pile ministre qui déclaré, qui pas déclaré tout ça, il a déclaré, tout le monde qui est venu là comme ministre, il venu avec un certificat qui fait ou bien dans une agence, Kankou Delma, Tabar, Croix des Bouquets, Pétionville, etc. Mais il y a tout un certificat d'impôt
côté on dit yo fait toute déclaration yo. Gen moun dans la question de ça travail yo par rapport à CV yo, nous gen gros job qui était là-dedans, n'a regarder qui ça job là te qu'on payer par mois et nous garder ça le payer par rapport à ça le déclarer qui ça le bail. Ça permet au moins nous faire évaluation pour nous dire attention, ou gen ça ou t'a dit que ou pas dit nous gen anomalie, nous mettre point d'interrogation sur lui. Voilà. C'est pas que yo pas payer du tout parce que y a des côtés, y a des informations m'apprennent non, nous pas dit on pas payer du tout. Tout pour nous devenir avec certificat de déclaration définitive yo. Et si nous t'a regardé sous ça seulement, nous t'a dit tout le monde correct. On a été jusqu'à la source de manière à ce que nous te gagné une feuille de rapport qui sortit pour chaque ministre. Voilà, vous avez écouté après Jean-Renel Senatus, sénateur de l'Ouest, la sénatrice du Nord, Luma Etienne, justement qui parlait du même sujet, à savoir comment est-ce qu'à la va-vite, des nouveaux ministres ont fait fabriquer de toutes pièces des déclarations définitives d'impôts et auraient fait de fausses déclarations sur leurs revenus afin de devenir ministre dans le prochain cabinet. Tout compte fait, s'il y a des problèmes sérieux avec la formation de ce nouveau gouvernement, les députés entrent en vacances aujourd'hui. Il y a une séance en Assemblée nationale qui est prévue pour renvoyer les députés en vacances. Donc, Jovenel Moïse va devoir évidemment convoquer à l'extraordinaire la Chambre des députés, étant donné que le Sénat siège en permanence. Mais combien de temps, ça va dépendre du bon vouloir aussi de Jovenel Moïse, combien de temps est-ce qu'il va prendre pour convoquer la Chambre des députés? On risque de passer un autre mois sans Premier ministre, avec toujours Jacques-Guy Lafontaine qui entame son 3e mois comme Premier ministre démissionnaire qui gère les affaires courantes et qui ne peut pas engager l'État haïtien en tant que tel. D'autres parlementaires, toujours de l'Ouest, comme Antonio Cherami, Didon Cato, déplorent tout le branle-bas autour de la formation du cabinet, des ministres, des problèmes qui se posent un peu partout au niveau de leur déclaration de politique, déclaration définitive d'impôt, ou de leur double nationalité. C'est vraiment un problème sérieux. Et pour pas même vérifier si moun ça, c'est moun qui compte payer taxe. Si moun ça a une carte électorale, et pour moun nan même rive une nationalité étrangère, et me pense jodi pas de pression qui pourra le mettre sous parlement pour faire voter moun ça avec toute nationalité étrangère. Moi ta même que dans le moment côté m'a parlé à même pour parlement prendre responsabilité parce que si nous avons des gens qui pourraient préparer budget, si nous avons des gens qui pourraient demander population pour payer taxes, s'il vous plaît, comment moun ça lui-même li ka fait pas jamais payer taxes et puis c'est pendant ou fin choisir comme ministre ou pendant nuit li lever là l'organiser pour courir payer taxes et puis pour venir là pour même penser même pour moralité et même pour respect et société a monsieur pas doit faire peuple là ça que y a fait là et me penser dans ce sens ça m'a demandé parlement pour pas prendre pression après 6-7 yo dou yo comprendre que population fatiguée avec eux et puis où est-ce ça ou vient offrir là comme gouvernement. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien... Il est 7h. Et 54 minutes, il me reste 2 minutes et demie, 3 minutes
pour un petit commentaire sur... Ah là là, Haïti. Excusez-moi d'en rire un petit peu pour éviter d'en pleurer, parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Un pays comme ça, là? C'est quoi le problème? Ça va faire 3 mois depuis qu'on est sans premier ministre? Puis, quoi, à Viol-Fleurant, c'est le Messie? Une vingtaine de députés voulaient l'imposer? Il n'y a que à Viol-Fleurant qui pourrait servir comme ministre de la Planification? C'est quoi l'histoire? Au point que, bon, hier dimanche, ça a enflé les réseaux sociaux et à l'effet que, bon, Jean Risséan a démissionné verbalement. Bon, apparemment, ce n'était pas le cas selon le vice-président de son parti, mais quand même, il a tenu tête à cette vingtaine de députés en leur disant, écoutez, si vous voulez imposer absolument à Viol-Fleurant, là, il va falloir que Jovenel Moïse trouve un autre premier ministre parce que moi, je ne reviens pas avec lui. Ben, il est revenu quand même avec une demi-douzaine d'anciens ministres, comme celui de l'Éducation ou d'autres, celui de l'Intérieur, et bien d'autres, et qui n'ont pas obtenu des charges. Alors, ou s'ils l'ont obtenu, c'est en pleine nuit, peut-être à minuit, 1h du matin, qu'on a réveillé un juge de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour signer une décharge comme ça, vitement fait, et puis pour être reconduit. Parce que, bon, il n'y a pas ça. Il y a plein de problèmes dans ce cabinet. Et pourquoi imposer, reconduire des gens qui faisaient partie de l'ancien gouvernement s'ils n'ont pas obtenu des charges? Et ils savaient qu'ils en avaient besoin. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. S'ils étaient intéressés à être reconduits, ça fait 2 mois que la Cour des comptes aurait pu... Bon, peut-être que le délai était trop petit aussi, là, mais... Bref, imaginez un pays depuis plus de... Oh, il est 57. Je dois vous laisser. Madame, monsieur, écoutez, il faut que j'y aille parce que là, il est 57. On risque de me couper la parole. Bonne journée.